go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 44e épisode du Faceful Podcast. Ça y est, la saison c'est dimanche, on y est, on va enfin commencer les matchs, ça y est, la pré-saison c'est terminé. On va enfin voir les Niners jouer un vrai match de football. Et comme si un bonheur n'arrivait pas seul, on a également la nouvelle qu'on a attendue vraiment tout l'été, la prolongation de contrat de Nick Bosa. On va bien en parler dans cet épisode pour m'accompagner, Kevin, Gonzague et Olivier. Salut les gars. Hola, ¿qué tal? Salut tout le monde. Salut. Donc je viens de le dire vite fait, prolongation de Nick Bosa, on l'attendait, ça y est, sa grève est terminée, il va enfin retrouver les Niners, il va enfin retrouver le terrain. Une prolongation de 5 ans pour 170 millions de dollars, dont 122,5 garantis, ce qui fait 34 millions de dollars par an, ce qui fait de lui le défenseur le mieux payé de l'histoire de la NFL, avec 2,5 millions de plus par an que Aaron Donald. Gonzague, une petite réaction à cette belle nouvelle? Bah, écoute, tu veux que je te dise quoi? À part que on est ravis, je pense, il n'y a pas un supporter des Niners sur Terre, je pense, qui aurait une autre opinion que la nôtre. Donc on est ravis. Moi j'avais bon espoir, comme je disais en antenne, qu'il signe avant la week 1 et qu'il puisse être disponible pour la week 1, avec donc évidemment probablement un nombre de snaps limité, mais disponible dans tous les cas. Donc je suis vraiment ravi. Le montant du contrat me paraît juste, en tout cas dans les codes et dans les normes que l'on peut chercher pour un top defensive end de la ligue. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on le surpaye. Petit bémol peut-être sur le montant de garantie pour un joueur qui a un historique blessure, mais bon, on parle de Nick Bosa, hein. Le mec veut, il doit obtenir, il a un tel niveau que voilà. Donc, non, je suis très très content. Kevin? Ouais, on parle quand même d'un monsieur en fin de contrat rookie qui est déjà récompensé par un titre de défenseur de l'année en NFL. C'est assez incroyable. On va les lire, les avis de certains, c'est cher, et on s'en fout. C'est Nick Bosa, c'est le meilleur défenseur de la ligue. On a la chance de l'avoir chez nous. On lui donne l'argent qu'il veut. Il voulait être le défenseur le mieux payé de l'histoire, il l'est. Maintenant, c'est sûr qu'il doit assurer, mais il le sait déjà et j'ai toute confiance. Mais sinon, évidemment ravi de le garder sur la durée. Olivier? Bah écoutez, il y a quelques semaines de ça ou quelques mois, tu nous avais dit, Elliot, tout ce que j'attends, moi, c'est qu'on dise, on lui a donné la quicheta, ben c'est ce qu'on a fait. Voilà, tu t'en foutais des chiffres, tu t'en foutais de tout ce qui comptait, c'est qu'il soit prolongé pour 4 ou 5 ans. Il est prolongé sur 5 ans. C'est le meilleur défenseur de la ligue. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il avait fait le même principe en universitaire. Rappelez-vous qu'il n'avait pas joué sa dernière saison. Il avait dit, moi, c'est bon. De toute façon, je sais que je serai drafté. Et quand il est arrivé, il y a des doutes, il n'y a pas des doutes. Première saison, il a été exceptionnel. Donc, moi, je pense qu'à la différence de Gonzague, c'est que dimanche, il va jouer. Et il va jouer un nombre de snaps assez conséquent pour aller me mettre 1 ou 2 sacs, histoire de dire à tout le monde, bon, j'ai pris mon gros contrat, mais je vais assumer. Et j'ai totalement confiance en Nick Bosa à ce niveau-là. Surtout qu'il y a un petit doute quand même qui subsiste sur le fait qu'il ne se soit pas entraîné avec l'équipe depuis toute l'intersaison. Mais on en parlait un petit peu entre nous avant l'émission. Et en fait, faut se dire quand même que Nick Bosa, c'est pas Deebo Samuel. Pour prendre les grandes lignes, en tout cas, Deebo Samuel a l'air d'être un mec un peu plus porté, entre guillemets, sur l'extérieur. Je sais pas comment vraiment exprimer ça, mais Nick Bosa, on voit jamais rien de lui en dehors du terrain de football. Le truc, c'est qu'il a l'air d'être vraiment focus football. Il a envie de jouer, il a envie de gagner. Je pense qu'il s'est entretenu tout l'été, même s'il n'était pas dans les installations des 49ers, mais c'est pas le genre de mec à prendre non plus la préparation à la légère. Donc non, ouais, je suis d'accord avec Olivier. Même s'il aura peut-être, dans le sens de Gonzague, plus un nombre de snaps limité, il va pas jouer 100% des snaps défensifs, mais de toute façon, il le faisait même pas quand il était sous contrat classique l'année dernière. Mais donc non, moi je pense qu'il va être sur le terrain et qu'il aura clairement à cœur de prouver que 170 millions qui fait de lui le défenseur le mieux payé de l'histoire, ça les valait, quoi. C'est consciencieux le mot que tu cherchais peut-être. C'est ça. J'avais pas le mot, mais ça devait être ça. Et par contre, ce qui est assez dingue, là, je viens d'aller regarder un petit peu sur Spotrac la Bible des fans de contrat. Ce contrat fait de lui, du coup, le défenseur le mieux payé de l'histoire, le défenseur le mieux payé de la NFL actuellement, et ça fait également de lui seulement le 14e joueur le mieux payé de la ligue. Il y a 13 quarterbacks mieux payés que lui. Peux-tu me dire si Dak Prescott est mieux payé que Nick Bosa, histoire que je rie un bon coup? Attends, je vais te redire ça. Absolument. Dak Prescott est payé 40 millions de dollars par an.
Ce qui serait quand même assez drôle, c'est de regarder combien de jours mais Nick Bosa a gagné autant d'argent que Brock Purdy sur la saison. Alors, je crois qu'il y a une stat là-dessus qui a tourné cette semaine. Je crois que sur la base de la tranche de combien chaque joueur mettre de temps pour gagner $900. Il n'y avait pas eu un article comme ça qui a tourné cette semaine. Et en effet, Nick Bosa, même sous contrat rookie, gagnait beaucoup plus d'argent que Oui, Brock Purdy. Hufanga, oui, je l'ai vu passer, Hufanga, Jennings et Brock Purdy. Ouais, je l'ai vu passer, c'est 900 000. C'est leur salaire annuel, 900 000. Ah, d'accord, ok, moi j'avais écorché un peu le truc. Attendez, je vais faire un petit calcul. Hop. Et deux têtes. Juste- Dame, il fait ça 2 têtes. Non, je suis avec une calculette là. On voit sa concentration devant un écran. C'est ça. Clairement, il fait pas sa tête. Cher auditeur, sachez qu'en plus qu'Eliott est un homme à double casquette puisqu'il est officiellement de permanent sur TDA en même temps. Donc voilà, c'est un homme qui sait faire plusieurs choses à la fois. Si nous avons des auditrices, je tiens Voilà. à le faire remarquer. Si vous avez besoin. Alors, le calcul a été fait. Nick Bosa gagne ce que gagne Brock Purdy en un an. Nick Bosa le gagne en 9 jours et demi. Voilà. C'est pas mal, c'est sympa. Ça fait du bon argent de poche. Quelque chose à rajouter peut-être sur le contrat de Nick Bosa. Qu'est-ce que vous attendez de lui sur le terrain? Sur le terrain, je crois qu'on en a déjà parlé. C'est qu'il réitère, voire explose les compteurs connus jusque-là. Moi, c'est plus sur la question des contrats que paradoxalement je l'attends. Parce que on sait qu'il y a plusieurs joueurs comme Jefferson ou autres, des top players à leur poste qui sont en train de renégocier leur contrat. Et je m'attendais à des révolutions de salaire. Et je trouve que dans le cas de Nick Bosa, ma première réaction, c'est de me dire, j'ai pas été si impressionné que ça par rapport aux premiers chiffres qu'on commençait à annoncer. Donc, je sais pas sur quelle base Justin Jefferson, par exemple, chez les Vikings, va prolonger son contrat. C'est intéressant de suivre pour voir la montée des tarifs. Je pense que la base de Justin Jefferson, ça sera d'avoir plus que le receveur le mieux payé de la ligue, qui est actuellement Tyreek Hill à 30 millions par an. Donc, je pense que ça va aller chercher dans les eaux de Nick Bosa, autour des 33-34, je pense que ça sera dans ces eaux-là. Juste petite information, parce que c'est quand même marrant de regarder ça. Donc, les 13 mecs mieux payés que Nick Bosa en NFL sont tous des quarterbacks. Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Russell Wilson, Kyler Murray, Deshaun Watson, Patrick Mahomes, Josh Allen, Dak Prescott, Matthew Stafford, Daniel Jones, Derek Carr et Aaron Rodgers. Mais on est en pleine révolution des chiffres et des contrats, donc clairement, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans un an ou deux, il y aura d'autres postes, d'autres postes qui lui seront passés devant, certainement. Et puis, dans quelques mois, il devrait y avoir aussi un petit mec qui porte le 9 à Cincinnati qui devrait passer devant aussi. C'est ce que j'allais dire. Bon, si on a terminé sur Nick Bosa, on va pouvoir passer au vif du sujet. Du coup, notre match face aux Steelers. Dimanche à 19h, nous affrontons les Pittsburgh Steelers pour notre premier match de la saison. Ça y est, la saison NFL reprend enfin face à une plutôt belle équipe des Steelers, une plutôt discrète équipe des Steelers. Ce sera pas un match facile. Kevin, t'attends quoi de ce premier match? À part la victoire, évidemment. J'attends quoi de ce match? Une démonstration de force d'abord en attaque. On a pour moi l'attaque la plus complète et la plus puissante de la ligue actuellement. J'attends du 25 points, du 30 points, même si on a une très forte défense en face, attention. Mais on doit se montrer un Christian McCaffrey déjà dans le rythme, un Deebo Samuel qui confirme son retour, un Brock Purdy qui montre que le niveau qu'il a monté l'année dernière et va être le sien tout au long de la saison. Voilà, avant tout ça, et puis enfoncer Kenny Pickett, on a renforcé le pass rush, je veux que Kenny Pickett finisse le cul au sol au moins 5, 6, 7, 8 fois s'il faut. Voilà, j'attends une démonstration, tout simplement. Olivier? Écoute, moi je vais pas faire comme Kevin. Moi ce que j'attends, c'est qu'on fasse un match propre. Qu'est-ce que j'attends par un match propre? C'est qu'on n'ait pas 750 pénalités, ce qui est un peu notre spécial en début d'année. Et que tout le monde retourne à San Francisco en bon état. Ça, c'est très important parce qu'on va jouer en état Pittsburgh. On sait que le terrain, s'il pleut ou si c'est un peu gras, ça peut être un peu dégueulasse. Et ça pour moi, c'est les 2 points importants. Ensuite,
moi, je suis pas très, très rassuré de commencer la saison à Pittsburgh parce que défensivement, c'est costaud. Tomlin, c'est un super coach, même s'il est très discret. Et offensivement, il y a de quoi faire. C'est le match à la con. Moi, je l'ai positionné match à la con.com la semaine dernière, rappelez-vous, et je reste là-dessus. Donc, pour moi, une victoire dans ce match-là, même une victoire serrée, ça serait déjà un exploit. Gonzague? Écoute, je vais rejoindre un petit peu Olivier sur le côté, en effet, match à la con. C'est une équipe qui est, comme tu le disais très justement, Elliot, très discrète, qui est jamais à prendre à la légère. Pour moi, j'attends 2 matchs dans le match qui vont pouvoir vraiment nous dire ce qu'il en est. Au-delà du fait que je rejoins complètement Elliot sur la question, Olivier, je veux dire sur la question des pénalités. Alors là, c'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu diesel, notamment sur ces questions-là. Donc j'attends vraiment qu'on soit à fond d'entrée. Non, les 2 points principaux, c'est d'abord notre ligne offensive, notamment Colton McKivitz, face à un pass rush des Steelers qui n'est vraiment pas mauvais. Évidemment, on pense toujours à TJ Watt, mais la réalité des choses, c'est exactement comme Nick Bosa chez nous, il y a derrière TJ Watt un pluralisme de danger qui est assez fort. Alex Smith notamment. Exactement, qui peut venir de partout. Donc ça, pour moi, ça c'est le premier point. Et l'autre match dans le match que j'attends, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire le pass rush des Niners face à une ligne offensive des Steelers que j'estime douteuse, qui est pour moi le point faible de cette équipe. Et je pense que si les fans des Steelers enregistrent la même émission que la nôtre aujourd'hui, je pense qu'ils y font tous allusion. C'est pour moi, sur ce point-là, si la ligne offensive des Steelers craque, je ne vois pas Kenny Pickett s'en sortir face à notre pass rush. Donc, l'autre point également, et c'est pour ça que je parle également aussi de Nick Bosa, que je ne vois pas faire éventuellement tous les snaps, c'est que derrière lui, il a Clelin Ferrell. Et Clelin Ferrell, c'est quelqu'un qui se débrouille plutôt bien à la course. Et je vois bien les Steelers appuyer cette année sur le jeu de course. C'est l'année ou jamais pour les Jerrys de montrer une bonne fois pour toutes ce qu'il est réellement. Donc je vois bien les Steelers appuyer cette année le jeu de course. Donc peut-être que, vu que Ferrell s'est montré moins décevant tout au long de sa carrière sur le jeu de course, peut-être qu'à ce moment-là, ils se focaliseront peut-être, ils me le mettront peut-être davantage sur le terrain pour faire un peu souffler Nick Bosa et le limiter à 60-70% des snaps dans le match max. Ouais, je suis d'accord avec un peu l'ensemble d'entre vous, hein. Je suis allé regarder pour confirmer un peu les inquiétudes d'Olivier. Il risque de pleuvoir ce dimanche sur Pittsburgh. Donc ça pourrait faire un bon terrain de merde. Essayons de ne pas répéter quand même cet affront qu'on a fait l'année dernière à Chicago. Mais ça pourrait être un petit peu chiant. Autre doute, c'est George Kittle et Jordan Mason qui ne se sont pas entraînés ces derniers jours. Donc à voir ce que ça va donner d'ici dimanche. Et moi, le point sur lequel je vais me focaliser, en dehors de Gonzague, je suis d'accord avec toi, la ligne offensive des Steelers, qui me semble être leur gros point faible malgré le recrutement d'Isaac Seumalo. Moi, ça va être notre backfield défensif, parce que derrière Charvarius Ward, on n'en a pas arrêté d'en parler, il y a toujours le doute sur le deuxième cornerback, parce que peut-être que Deomodore Lenoir va passer en nickel, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer. On ne sait pas si ce sera Lenoir à l'extérieur et Oliver à l'intérieur, ou si ce sera Womack, ou si on aura Ambry Thomas à l'extérieur. On n'en sait trop rien. Allez, un petit Ambry Thomas qui fait une interception en fin de match, là, ça ferait plaisir quand même, Olivier. Je suis pas prêt à ça. Je veux pas, parce qu'en plus, à tous les coups, George Pickens, il va jouer sur lui, et ça va être une boucherie. Donc, voilà, je voulais pas en parler, mais si vous me lancez dès la première preview sur Ambry Thomas, voilà, ça fait partie des joueurs que plus sérieusement je vais regarder. Lui et Isaiah Oliver, parce que tu parlais de notre backfield, Oliver, je ne l'ai pas vu réussir un plaquage en pré-saison. Je ne sais pas s'il s'est plaqué, ce monsieur. Sinon, on va demander à Dédé de lui expliquer comment on plaque à San Francisco. Mais voilà, Isaiah Oliver. Non, c'est pas à Dédé de lui montrer. Dédé, il va lui dire, tu ranges tes bras et tu vas la tête la première. C'est pas une bonne solution. Voilà. Mais peut-être qu'il arrêtera quelqu'un, ça changera. Isaiah Oliver, il m'a fait très très peur sur les matchs de pré-saison. Après la pré-saison, on sait ce que ça implique. Et oui, Ambry Thomas, il est vrai que sur ce qu'on a vu en pré-saison, il semblerait qu'il ait progressé. En même temps, quand on part de là où il était, il pouvait que progresser. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment le point à débattre. Après, je rejoins Gonzague sur le fait qu'on a et Kevin sur le fait qu'on a quand même
une D-line de folie, on a un front seven de folie, et le quarterback, pour qu'il puisse lancer le ballon dans des bonnes conditions, il faut qu'il ait le temps. Et j'espère qu'il n'aura pas le temps. Mais je pense qu'il n'aura pas le temps parce que justement, Gonzague le disait très bien, la ligne offensive des Steelers, c'est des gros points d'interrogation quasiment partout, quoi. Donc je pense qu'il n'aura pas trop le temps et c'est peut-être pour ça où Gonzague, tu disais assez justement, j'y avais pas pensé, mais effectivement, tu as raison. Et je pense qu'ils vont pas mal appuyer sur le jeu de course parce que Kenny Pickett, il n'aura pas le temps de lancer, quoi. Et puis même s'il a le temps, c'est pas le quarterback le plus à même de faire briller une attaque de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, après, ça reste si un en jeune plus, il a pas le quarterback. temps. Donc, ça reste un jeune quarterback, donc c'est difficile quand même d'évaluer après une saison, hein. Trevor Lawrence, après sa première saison, c'était catastrophique et l'année dernière, il fait ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que il est un peu comme Brock Purdy, en fait. C'est des mecs de deuxième année, même si Brock Purdy a peut-être montré plus de choses, mais en même temps, le casting autour de lui est bien plus favorable. Mais c'est des mecs de deuxième année qui ont juste une grosse pression parce qu'ils doivent montrer des choses. Et du coup, ouais, il a pas montré grand-chose l'année dernière, je suis d'accord avec toi. Il peut montrer plus, mais par contre, il a une grosse pression, je suis d'accord. Il n'a pas été mauvais non plus, hein, pour un Non, rookie. non, il n'a pas été infamant. Clairement, moi je l'ai trouvé plutôt bon pour un rookie à son poste en tout cas. Par Ouais, contre, mais il a des petites mains, il a des petites mains. et là où je vais te rejoindre Elliot, par contre, et ça j'y ai pas du tout pensé également, c'est quand tu vois la typologie de tracé de George Pickens, la probabilité qu'il se trouve dans la zone du cornerback 2 est très forte. Par contre, vu que nous on défend en zone, quand tu vois les tracés de Pickens, je le vois pas spécialement faire des tracés en direction du cornerback 1. Mais La probabilité attention, qu'il soit sur le 2 est assez forte. attention, dans les depth charts qui tournent, Ambry Thomas, c'est plus le remplaçant de Charvarius Ward, donc au poste de cornerback 1 en soi. Après les depth charts, il y a que la Ouais, on est obligé de s'y fier, on n'a que ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Autre question, il faut qu'on en parle quand même. Brock Purdy, son retour. Olivier, t'attends quoi du coup de ce premier match suite blessure? Parce que le match de pré-saison, il a fait un bon drive, mais ça compte pas vraiment. Ce match de retour de Brock Purdy, est-ce qu'on je dirais pas qu'on s'inquiète, c'est un gros mot, mais je pense qu'on est tous quand même hyper anxieux entre guillemets de voir ce que ça va donner. Non, je suis pas anxieux. C'est bien entendu, on va l'attendre faire monts et merveilles. L'année dernière, il nous a habitués pendant le temps qu'il était sur le terrain à de l'excellence. Donc, on va s'attendre à ce que ça soit encore excellent. La chance qu'il a encore une fois, c'est que c'est le casting autour. Il a un casting exceptionnel. Il est hyper bien coaché. Et le coach lui a donné les clés du camion. Partant de là, il n'y a plus de discussion, on n'est plus dans la situation où Garoppolo était là avec Lens les 2 dernières saisons. On est vraiment sur un choix clair de un quarterback. Un, c'est Brock Purdy. Et ce gamin, il a quelque chose. On l'a vu qu'il y a quelque chose et ça, il y a un truc. C'est un leader. Les gens jouent pour lui. Tant que la ligne offensive jouera pour lui et que les receveurs joueront pour lui, il n'y a aucune inquiétude. Moi, je ne suis pas inquiet. La seule chose, c'était ses limites physiques. Les limites physiques, il semblerait qu'elle n'y connaît pas. Partant de là, je pense qu'il va repartir sur des bases. Après, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse un match à 500 yards avec 4 touchdowns. C'est pas notre jeu. Qu'il fasse tourner la boutique comme il a fait l'année dernière, c'est ce qu'on lui demande. Et qu'il la fasse tourner très bien, c'est ce qu'on lui demande aussi. Voilà. Gonzague, Kevin, une réaction? Bah écoute, la pression sur lui, elle est énorme, mais une des plus grandes forces que je trouve chez ce gamin, c'est qu'il semble, comme on le disait dans les émissions l'année dernière, il semble complètement insensible à la pression. Il se dégage chez lui, dans les interviews, dans beaucoup de choses, d'une sérénité que je trouve très impressionnante pour un gamin de cet âge. Donc je suis assez confiant. On dit toujours que la deuxième année pour les quarterbacks est une année charnière et souvent très difficile, la plus difficile d'une carrière. Je suis assez confiant, moi, pour ma part, en ce qui concerne. Après, bêtement et de manière un peu naïve, si j'étais coach NFL, chose que je ne suis évidemment pas, j'aurais tendance à dire, écoutez, pour cette premier match de rentrée, on essaie de jouer tranquille, en mode quarterback manager, à la Alex Smith ou Garoppolo, un truc où on ne prend pas trop de risques. Et pourtant, je me dis que c'est pas lui. C'est pas lui, il va tenter des trucs, il a l'air complètement sensible au danger et à la pression. Il va jouer à l'instant en fonction des appels de jeu qu'on va lui donner. Et je sens qu'il va encore me surprendre et être au-delà de mes attentes. Donc, je suis extrêmement confiant. Kevin, petite question. J'en parlais. Bon, évidemment, on espère qu'il sera là. Mais George Kittle est incertain encore pour le match de dimanche. Malheureusement, il traîne des petites blessures depuis l'intersaison. Ouais. Est-ce qu'on espère que... Parce que l'année dernière, quand Kittle n'était pas sur le terrain, c'était pas Ross DeBoss non plus. Hein.
c'était Charlie Warner ou c'était Tyler Croft. Là, on espère le voir quand même, un peu de Ross Dwelly sur le terrain, là, merde. Effectivement, s'il y a une opportunité, let's go, il va marquer son touchdown comme d'habitude quand il rentre. Non, mais honnêtement, je suis tellement pas inquiet pour George Kittle. Il nous l'a fait 100 fois par le passé. Il joue pas de la semaine, il s'entraîne pas. Oh, il traîne la patte un peu et puis il éclate tous les défenseurs le dimanche. Donc, Kittle, il va être là, il va faire son trou, il va se montrer et il va faire son match. C'est ça, quand tu vois l'actualité de George Kittle sur Instagram, tu te dis quand est-ce que ce mec s'entraîne en fait. grave, Non, grave. sérieusement, donc non, je suis complètement du même avis que Kevin. Eh ben, on va directement passer au cœur du sujet. Le pronostic, Gonzague. Victoire des 49ers, alors je n'ai pas du tout réfléchi à un score. 31-23. Olivier. Voilà, c'est le alacom.com. C'est le alacom.com. Le alacom.com, ça veut dire qu'on perd 10-17. Oh non. C'est pour ça que j'ai bien précisé. On l'avait annoncé la semaine dernière, mais ça fait chier quand même. On dit pas Chicago là, on a dit pas Chicago. Arrêtez. Alors, même pas, pour être honnête avec vous, chers auditeurs, j'ai pas encore écouté l'émission de la semaine dernière, mais promis, je le fais avant que vous l'écoutiez celle-ci. Kevin. Il n'y a rien de pire que de pronostiquer le premier match de la saison quand on n'a absolument aucune donnée en main. Mais je suis sur le même scoring pour les Niners que Gonzague avec 31-17. Ben moi, je vais être un mélange non, mais j'ai le 17 de Kevin et moi, c'était un 28-17 que je voyais pour nous. Une victoire tranquille avec plus d'un score d'écart. En fait, je pense qu'on n'a pas le score exact, mais je pense qu'on aura plus d'une possession d'écart à la fin. C'est pas dans la culture NFL de foutre des branlées aux Steelers. Les Steelers savent perdre comme tout le monde, mais ils prennent rarement des branlées. Bah, c'est comme disait Olivier, hein, c'est Mike Tomlin, c'est un maître. Il faut être sérieux 2 minutes. S'il est là depuis 2005, il y a forcément une raison. Et qu'il n'a jamais eu de saison négative. T'as une culture de la franchise de l'amour propre. C'est hors norme. Aucune saison négative, aucun choix du top 5 de la draft depuis 1970. Ça reste quand même une franchise très, très solide toujours. Non, et puis, tu as des franchises NFL, et les Steelers, pour le moment, font partie, qui ont un amour propre. Tu sens, il y a une culture. Tu sens pas ça chez d'autres franchises. Tu vois, les Cardinals, ils n'ont pas ça. Même les Rams, qui ont pourtant eu une très belle période, tu ne sens pas ce truc. Il y a une culture, en fait, chez les Steelers. Il y a beaucoup d'amour. Ils ont plus la culture du ventre mou de la NFL depuis quelques années, quand même. Oui, mais on va remettre les choses à leur place. T'as des trucs qui se perdent pas. Et puis je pense que c'est même pas une histoire de culture ancienne, tu vois. Je trouve qu'une équipe comme les Ravens a la même chose. Les Ravens, ils sont jamais catastrophiques. Les Ravens sont jamais catastrophiques. Ils gagnent pas tout le temps, mais ils sont jamais catastrophiques. Non, mais je suis d'accord, ils sont pas catastrophiques, mais il y a un écart de classe entre les deux équipes qu'on va devoir voir dimanche. Aujourd'hui, ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a pas à chier. Hein. Si notre objectif, et il est clair, notre objectif, c'est d'aller chercher le 6e titre, ça passe évidemment par une victoire à Pittsburgh, de toute façon. Après, c'est toujours pareil. On est en début de saison. Je rappelle l'année dernière, on jouait contre ces nulos de Bears, comme on avait tous dit. Et on s'est porté l'œil, on a perdu un match à la con. Franchement, on avait été hyper hautain, on s'était fait éclater. Voilà, on les avait pris de haut. C'est pour ça. Et puis après, j'ai bien précisé à lacom.com parce que pour moi, bien entendu, tu parles écart de classe, on est meilleur qu'eux de partout. Vraiment de partout. Donc on devrait, si c'est un match, je dirais, c'est pas la saison, la week 1, mais c'est la week 7 ou 8, je te dis c'est un match, on va le gagner avec 14 points d'écart. Là, c'est la week 1, les mecs qui sont chez eux, on va arriver sur un terrain gras à l'extérieur. Voilà, avec un public qui est bien présent, qui est un vrai public de football américain. Voilà, il y a tout pour que ça soit. On joue à la même heure qu'on a joué contre Chicago, dans le même style d'endroit et même climat. Bon, voilà. D'où mon inquiétude. Mais après, sur la valeur pure des deux équipes, non. Sur la valeur pure des deux équipes, il n'y a pas photo entre San Francisco et Pittsburgh cette année. On est largement au-dessus et c'est pas parce que je pars sur une défaite de San Francisco que ça enlève toutes nos chances d'aller au Super Bowl. Est-ce qu'on parle vite fait de Jack Moody ou on croise les doigts ? On va devoir en parler parce que c'est une des questions de l'auditeur.
Eh ben, on peut passer directement aux questions des auditeurs. Alors, j'ai repris donc 2 questions de nos auditeurs, notamment sur le groupe Facebook. Donc, question de Yodas Nico. Si Nick Bossa ne signe pas avant le premier match, quelle solution sans lui et l'impact de son absence? Alors, on peut reformuler la question. On a eu la chance d'y répondre, quand même. Voilà, on peut reformuler la question, notamment si on décide de ne pas le faire jouer tous les snaps, quelle solution s'offre à nous par rapport à ça? Elliot, je te laisse commencer. Bah, pour moi, la solution, les moments où il n'est pas sur le terrain, elle est assez claire. Clelin Ferrell d'un côté et Drake Jackson de l'autre. Je vois pas trop de débat là-dessus. On était en train de discuter la semaine dernière et puis même toute l'intersaison sur qui est le pendant de Nick Bossa. Est-ce que c'est Drake Jackson? Est-ce que c'est Clelin Ferrell? Bah, si Nick Bossa n'est pas sur le terrain, c'est les deux. Ils ont des styles un peu différents, mais c'est assez complémentaire aussi d'avoir des mecs au style différent sur le terrain. Je me souviens plus, c'est Kerry Hyder finalement a été re-signé depuis l'annonce. Si, Kerry Hyder a été re-signé. D'ailleurs, on n'en a pas parlé parce qu'on avait enregistré juste après à 53. Danny Gray et il me semble que c'est Robert Bill ont été placés sur la liste des blessés courts. Et c'est Kerry Hyder et Austin Bryant qui ont été re-signés. Parce que techniquement, Kerry Hyder peut être aussi une solution en complément de Clelin Ferrell, même si je préfère le choix Ferrell. En complément, de toute façon, si Bossa joue pas, il va y avoir de la rotation, comme il va y avoir de la rotation au centre où les titulaires sont Armstead et Hargrave, mais on va voir du Kinlow, on va voir du Givens. Oui, donc je pense que la solution, elle est là, de toute façon. J'en vois pas beaucoup d'autres, à vrai dire. Mais je pense maintenant que, contrat re-signé, Bossa sera sur 50 à 60% des snaps. J'ai une deuxième question donc, de Johan Lassous, fidèle auditeur. Kicker blessé, voire light pour prétendre au titre. Quid de Gould dispo en free agent? Bah, écoute, ça, on en a parlé aussi un petit peu la semaine dernière. Écoute, pour l'instant, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Kevin la semaine dernière. Le gamin, il faut qu'il joue, il va jouer, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est le début de saison. Et si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, on verra ce qu'il y a à faire. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. La saison ne se joue pas sur les 4 premières semaines, surtout pas pour San Francisco. Donc, je pense qu'il faut le laisser jouer, voir ce que ça donne. Et si le gamin, il a pas le niveau, je pense que le staff, regardez, on a fait partir Trellens alors qu'on avait vendu la caravane pour le récupérer. Là, c'est un choix de 3e tour. On va pas se compliquer l'existence. S'il n'a pas le niveau, il sortira. Mais pour l'instant, il faut le faire jouer. Et puis je pense qu'on surévalue un petit peu l'importance du kicker là, quand on voit le statut de notre équipe et le calendrier à venir. On n'est pas censé dépendre d'un field goal par-ci par-là qui serait raté. Non, en fait, l'importance du kicker elle devient vraiment primordiale en play-off, là où les matchs comptent. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, surtout, et je suis d'accord avec Olivier et Kevin là-dessus, il faut le laisser jouer parce qu'au final, il a complètement raté son premier match de pré-saison. Le 3e, il l'a pas joué parce qu'il était un peu blessé. Le 2e, il met les coups de pied. Même s'ils sont pas bien, même s'ils sont un peu hésitants, même s'ils passent pas parfaitement. L'important, c'est qu'il soit dedans. Ça l'a remis en confiance de marquer le buzzer beater. Il a mis le buzzer beater, je pense que ça l'a remis en confiance. Là, il est un petit peu blessé, mais je pense qu'il sera disponible dimanche. De toute façon, je pense qu'il sera disponible dimanche parce qu'on a coupé Zen Gonzalez. Et puis les field goals de Robbie Gould qui passaient en frôlant le poteau, personne n'est notifié. Je veux dire, il passait, tout le monde était content. La seule chose qui compte, c'est que ça soit dedans. Dedans ou dehors, on notifie si c'est vraiment très loin. Genre, moi j'ai un souvenir, évidemment, le coup de pied de Moody en pré-saison. Moi j'ai un souvenir très marquant d'un match, je crois, contre les Packers où Robbie Gould était blessé. On avait Chase McLaughlin qui avait envoyé un field goal dans le couloir des vestiaires. Mais, il y a une femme qui a perdu un œil ce jour-là. L'important c'est que ça passe. L'important c'est que ça passe. Non, mais il y a 2 choses en effet par rapport à cette question. En effet, je vous rejoins complètement sur la question de Jack Moody, sur le fait qu'il faut le faire jouer parce que le poste de kicker est peut-être le poste NFL qui joue le plus à la confiance. Si vous ne lui donnez pas l'occasion de tirer, comment est-ce que ce joueur peut aller chercher de la confiance, d'autant qu'il est rookie? Donc sur les 3-4 premiers matchs, il ne faut pas se poser la question. On est avec lui, on y va. Et si au bout de 3-4 matchs, on voit que ça ne prend pas, on verra à ce moment-là. Mais il n'y a pas à se poser la question aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une question également qui se pose par rapport à Robbie Gould, parce que c'était vraiment la question. Je sais qu'on y a déjà, je crois, répondu dans un précédent podcast. Mais Robbie Gould n'a été signé par personne. Un joueur de cette stature signé par personne, il n'y a que 2 hypothèses. Soit il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il a une blessure, il veut choisir son contrat, on ne sait pas trop.
où il est cher, je ne sais pas, ou alors il y a vraiment cette logique chez lui où je suis en fin de carrière, j'ai ma famille à Chicago, je veux gagner un titre avec San Francisco, c'est soit l'un soit l'autre, et je refuse toutes les autres équipes. Mais selon ces deux hypothèses-là, je n'en vois pas d'autres aujourd'hui. Ce joueur a une telle stature à son poste qui n'est pas normal, qui n'est pas été signé. Donc pour moi, ça cache quelque chose. Donc voir Robbie Gould comme étant la solution, le soleil derrière le nuage, je trouve ça dangereux parce que je trouve qu'on n'a pas tous les paramètres en compte à notre niveau. Voilà. J'ai un problème avec ça. Mais je pense surtout qu'à son âge, tu l'as bien dit, il y a deux solutions. Mais je pense que ça inclut pas que San Francisco, c'est que c'est soit il veut retourner dans sa famille à Chicago et qu'il n'accepte pas les autres offres parce qu'il n'a pas envie d'aller jouer, j'en sais rien, à la Nouvelle-Orléans, à Denver ou à Jacksonville, j'en sais rien, je sais pas qui a besoin d'un kicker ou pas. L'autre solution, c'est que oui, évidemment, il voudrait peut-être aller chercher cette bague qui lui manque à son palmarès à 40 ans. Mais je pense pas qu'il attende que San Francisco. Je pense que si demain Harrison Butker se blesse et que les Chiefs lui font une offre, il ira aussi. Je pense que c'est le genre de mec qui aussi, c'est la bague ou la maison. Mais il va pas non plus brader des années importantes de sa vie, même familiale, pour aller n'importe où jouer alors qu'il a 40 piges et qu'il a déjà fait quasiment 20 ans dans la ligue. Et puis je peux comprendre d'aller taper des field goals dans le garbage time pour une équipe qui joue rien à 40 ans, que tu as tout connu et que tu n'as jamais raté un coup de pied en playoff. Bon. Non, c'est ça, c'est que c'est pas en plus un jeune comme peut l'être Jake Moody, comme peut l'être Rodrigo Blankenship dont on a un petit peu parlé précédemment. C'est pas des mecs qui essayent de se faire une place dans la ligue, sa place elle est faite, il a plus rien à prouver. Lui, il veut juste donner les dernières gouttes de football qu'il a en lui à une bonne équipe. Et puis il y a un dernier élément aussi qui est à prendre dans la ligne de compte qui est plus économique. C'est que si tu décides de rappeler Robbie Gould maintenant parce que Jake Moody est déficient à ce stade-là, tu fais un désaveu énorme pour Jake Moody et tu envoies un message de rapport de force dans la négociation salariale à Robbie Gould qui est énorme. Donc, mais c'est même pas que tu envoies un message désastreux. Contextuellement parlant, c'est un très mauvais message d'un point de vue économique si tu veux lancer une négo. Mais pour moi, c'est même pas un message désastreux que tu envoies à Jake Moody. C'est que si tu parles Robbie Gould, tu dis à Jake Moody, c'est terminé. C'est un kicker, c'est un poste où tu n'en as qu'un seul dans une équipe. C'est pas comme si on te dit tu vas apprendre derrière un autre gars. Un kicker, c'est tout seul. Si tu prends un autre gars à sa place, tu dis clairement à Jake Moody, c'est terminé. Et de toute façon, tu n'as pas de kicker dans un fictif, donc de toute façon, si tu vas chercher Robbie Gould, tu coupes Jake Moody. Ou tu l'échanges, tu trouveras bien un pigeon pour aller lâcher un 7e tour, genre les Browns. T'as un kicker qui a été signé et puis qui est sûrement sur le practice squad en ce moment. Il y a toujours cette place-là pour un rookie au final. C'est pas fini pour Jake Moody si jamais. Non, mais après, je pense que si on le coupe, par exemple, si on va vers ce scénario catastrophe de le couper, c'est pas le genre de mec qui ira jusqu'au practice squad. Ça reste un choix de 3e tour en première année qui aura un petit peu déçu au début. Une équipe de merde qui a plus rien à jouer, ira le chercher. Je suis d'accord. Surtout qu'une des raisons pour lesquelles les 49ers sont cherchés si haut, c'est qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pouvait partir en cours de draft. Donc, c'est pas anodin. Bon, et très bien, merci de nous avoir écoutés dans ce 44e épisode du Fait sous le podcast. Rendez-vous du coup dimanche, 19h, premier match de la saison chez les Steelers. Un match qui sera en plus à suivre, commenté sur 6play gratuitement en français par les copains de Touchdown Actu, Alain Mattei et Grégory Richard. Donc en plus, un match de San Francisco commenté en français gratuitement, ça fait toujours plaisir. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce qu'on espère être une victoire et puis pour parler du match de deuxième semaine qui sera face aux Rams, nos grands copains de Los Angeles. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et puis Go Niners. Go Niners. Ciao, ciao, ciao. Come on.